Bienvenue à cette édition de votre émission exclusive, en entretien exclusif avec l'honorable Gabriel Fondia, député Wouri-Ouest à Douala. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois, honorable Gabriel Fondia. Merci à vous. Merci beaucoup, madame, d'être venue à ma rencontre. Nous tenons cet entretien au lendemain des élections régionales qui se sont tenues sur toute l'étendue du territoire camerounais. Une victoire écrasante pour le RDPC. Et quel est votre sentiment au lendemain de ce rendez-vous électoral? Satisfaction de joie, satisfaction de mission accomplie. Joie déjà parce que mon parti, le RDPC, a présenté des candidats à ces premières élections régionales dans notre pays, organisées de par la volonté du président de la République, son excellent Paul Biya, président de la République, chef de notre parti, le RDPC. Sentiment également de mission accomplie parce qu'à cette occasion, j'ai eu l'honneur d'être désigné par mon parti, président de la commission communale de campagne pour Wouri-Ouest, n'est-ce pas, dans la circonscription électorale de Douala 4. Exactement. Je pense avoir eu le plaisir, n'est-ce pas, d'obtenir un très bon score parce que nous avons dans notre circonscription 41 conseils municipaux. Comme c'est une élection indirecte, les 41 conseils municipaux nous ont fait l'honneur, n'est-ce pas, de faire confiance à notre parti, le RDPC. Donc, sentiment de joie, sentiment de satisfaction, sentiment de mission accomplie. Très bien. Merci encore. Cet entretien portera notamment sur les sujets que vous connaissiez déjà, puisqu'on les a mentionnés dans le protocole qui vous a été envoyé, votre parcours d'homme d'affaires, d'homme politique, et on parlera un tout petit peu de du côté jardin, de votre vie. Eh bien, on va commencer, on va rentrer dans le vif même de notre entretien. Honorable Gabriel Fondia, vous êtes un élu local, vous avez un parcours assez divers, mais surtout celui d'un élu local pour avoir déjà été maire et aujourd'hui député. Vos actions, entre autres actions sociales et économiques, s'il fallait vous présenter, comment vous présenteriez-vous, honorable? Comme vous le dites, je suis un élu aujourd'hui, mais je dois dire que avant cela, je suis un fonctionnaire en retraite qui a fait des études primaires, secondaires, universitaires, supérieures, diplômé de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, diplômé de l'École des douanes de Neuilly en France. Et après mon parcours professionnel, je m'engage en politique avec le RDPC, alors que je suis en poste à l'étranger. Je suis conseiller économique à l'ambassade du Cameroun en Belgique, avec une couverture territoriale de l'époque qui engageait tout le Benelux, c'est-à-dire Belgique, Hollande, Amsterdam et même la Suisse. Alors, au terme de ma mission, je rentre au Cameroun, dans mon administration d'origine. Et après cela, je m'engage en politique à quelques mois de la retraite, de ma retraite en tant que fonctionnaire. Et je suis élu, je suis investi par mon parti, le RDPC, comme devant conduire la liste des candidats de mon parti au municipal. Et ça, c'est en 2002. J'ai la chance de l'emporter contre le SDF, qui était le parti au pouvoir. Et je dois dire, le RDPC, je l'ai choisi, j'ai eu la chance d'arriver au même moment, c'est-à-dire après que le chef de l'État, son excellent Paul Biya,
implanté ce parti, je dois dire que 2 mots m'amènent à faire mon choix. À vous investir dans la politique, Oui, concrètement. la rigueur et la moralisation. Oui. Voilà ce qui m'attire dans le parti, le RDPC. Rigueur et moralisation. Parce que ces 2 mots définissent la philosophie politique, n'est-ce pas, implémentée par son excellent Paul Biya. Oui. Voilà ce qui m'amène, je suis élu, et je pense depuis lors, je travaille dans ce credo, rigueur et moralisation. Et il s'agit là d'une politique, et comme il le dit lui-même dans le libéralisme communautaire, une politique, j'allais dire, assez humanitaire, assez socialiste, capitalo-socialiste, qui voudrait ne laisser personne sur le trottoir, s'occuper de tout le peuple, et il le dit lui-même à l'occasion d'une de ses interventions. Tant qu'un Camerounais ne mangera pas sa faim, tant qu'un Camerounais ne se soignera pas, tant qu'un Camerounais, alors qu'il est malade, tant qu'un Camerounais n'ira pas à l'école parce qu'il va aller à l'école, lui, président Paul Biya, considère sa mission comme non accomplie. Et il a également ajouté qu'il souhaiterait que les Camerounais retiennent de lui l'homme qui aura apporté le progrès et la démocratie dans notre pays. Oui. Et aujourd'hui, avec les élections régionales, nous pensons que par cette volonté inébranlable, il apporte effectivement la démocratie à la base. Il s'agit pour les Camerounais aujourd'hui de se prendre en main. Il nous a promis la décentralisation. Pour certains, il fallait le faire d'un coup de baguette magique, mais il a compris qu'il s'agissait d'une pédagogie, d'une philosophie politique qui nécessite une certaine pédagogie avec tact et méthode. Il nous l'a amené jusqu'aujourd'hui à mettre en place la région. Il s'agit là, n'est-ce pas, d'interpeller tous les Camerounais à se mettre autour de la table avec le multiparti. Avec Paul Biya, la pensée unique n'est plus de ce monde. N'est-ce pas, comme lui-même le dit. Il faut donc cette mutualisation d'idées, d'efforts, de force, pour qu'ensemble nous conduisons le Cameroun vers l'émergence en 2035. À la suite du double scrutin du mois de février 2020, vous êtes élu. Près de 10 mois après avoir été élu député de la circonscription Jouri-Ouest, quel est le premier bilan que vous faites aujourd'hui et quel est surtout votre quotidien avec les populations de votre circonscription, honorable? Je pense que j'allais dire, mon slogan de campagne, c'était « Agir autrement dans l'intérêt du peuple ». Tout à fait. Mais agir autrement, aujourd'hui, je suis très heureux de vous recevoir dans mon cabinet. Parce qu'avant moi, notre circonscription a connu des députés. Moi, en tant qu'habitant et même maire ici, je n'ai jamais vu, je connaissais le domicile député, mais pour le voir, il fallait aller chez lui. Alors, jamais dans son cabinet? Je n'ai jamais vu un cabinet. J'ai dit non, on est élu par le peuple et pour le peuple. Oui. Première chose, il faut que je sois visible et de façon permanente. Il faut que j'ai un cabinet où je peux recevoir, où on peut me rencontrer. Et je pense que j'ai eu raison. 10 mois après, je ne peux pas vous donner avec exactitude, n'est-ce pas, les statistiques, mais je crois que les audiences sont nombreuses. Les interventions sont assez édifiantes. Je reçois, j'accompagne, je conseille, j'informe, je forme. Donc, déjà, la présence de mon cabinet parlementaire est une action qui se met au travers de ce que j'ai connu avant. Agir autrement.
Mais dans l'intérêt du peuple, ce cabinet est là pour le peuple. Je dois recevoir quand je suis là. Et quand je ne suis pas là, j'ai des collaborateurs, j'ai un attaché parlementaire, j'ai un agent parlementaire, j'ai un secrétariat. Oui. Ils sont là de façon permanente. Avec les moyens de communication modernes, je suis informé. Lorsqu'ils ne peuvent pas intervenir, ils me saisissent et je réagis. Donc, nous conduisons des projets de nous-mêmes, où on nous soumet des projets que nous essayons d'accompagner, que ce soit sur le plan éducatif, que ce soit sur le plan de l'emploi, que ce soit sur le plan de la formation. Nous en recevons ce multidimensionnel. Oui. On reviendra justement sur cet accompagnement que votre cabinet apporte aux populations de votre circonscription. Il y a notamment 2 projets phares sur lesquels vous avez déjà commencé à travailler, notamment avec les jeunes de la circonscription Vouré-Ouest et avec les femmes de la circonscription Vouré-Ouest. Revenons notamment sur votre travail au sein de l'Assemblée nationale. La dernière section extraordinaire s'est tenue il y a quelques mois. Quels ont été les sujets que vous défendez au sein de l'Assemblée nationale honorable? Nous défendons les sujets qui concernent les Camerounais. Il n'y a pas de limite. Durant, j'allais dire, la dernière législature, nous avons par exemple débattu du projet de loi de finances 2021. Mais avant cela, nous avons débattu de la loi de règlement qui porte sur l'exercice intérieur. Nous avons débattu des projets de loi qui portent sur l'application effective de la décentralisation. Et en cela, le Parlement est très impliqué. Nous avons des réseaux parlementaires qui s'occupent des thématiques précises. Et par exemple, là, nous avons le réseau des parlementaires sur le développement local et l'appui à la décentralisation. J'en suis d'ailleurs le secrétaire général de ce réseau. Notre dernière assemblée, nous avons fait des recommandations, n'est-ce pas, à soumettre à l'appréciation, n'est-ce pas, du président de chambre, le très honorable Kavaye Bézibri. Nous avons des sujets tels que sur la santé, la médecine traditionnelle. C'est une préoccupation assez importante et le président de la République nous a instruit, n'est-ce pas, son gouvernement de s'y pencher à la faveur des interventions de nos praticiens avec le Covid. On nous avait promis la catastrophe en Afrique, mais on a vu la réaction et la réactivité même des Africains face à cette pandémie. Oui. Et je pense que le chef de l'État instruit son gouvernement qui s'y emploie et le Parlement s'en est également saisi à la suite d'une recommandation forte des députés. Nous avons un réseau qui veut accompagner effectivement, n'est-ce pas, nos praticiens dans le domaine. Nous avons beaucoup de thématiques sur lesquelles les parlementaires s'y penchent avec beaucoup de dynamisme et de sérieux. Oui. Nous avons par exemple les ODD pour le développement durable, les objectifs pour le développement durable, les accords 21. Oui. Il y a un réseau qui s'en occupe et j'en suis d'ailleurs un des responsables de ce réseau. Donc, beaucoup de thématiques, beaucoup de lois ont été votées, même sur les femmes musulmanes, n'est-ce pas, avec l'organisation islamique. Le président a voté une loi. Donc, sur l'encadrement même de, j'allais dire, des associations culturelles, des arts. D'accord. Donc, beaucoup de lois, nous les avons votées. Okay. D'ailleurs, ici, chez moi, dans mon cabinet, le public peut consulter ces lois.
ces lois sont classées, sont à disposition du public. Donc, tout citoyen qui voudrait consulter peut venir. Et s'il a besoin d'explications complémentaires, nous sommes là. Bien sûr. Parlons action sociale à présent, honorable. Une rencontre récemment qui s'est tenue au quartier Bonabéry, votre circonscription. La rencontre nommée Mamu Lucia qui a rassemblé les femmes de cette partie de votre circonscription. Quel a été le but et les objectifs de cet événement? Et comment avez-vous travaillé justement avec les partenaires qui accompagnent cet événement dédié à la femme? Je vous remercie de l'occasion qui m'est donnée. Cette opération s'inscrit en droite ligne dans mon programme d'action articulé autour de 4 grands piliers. Ce programme vise à accorder une place importante aux femmes, dans l'action des femmes, à la jeunesse également. Et en cela, j'ai initié une journée Mamie Lucia en mémoire à ma maman, et qui s'est donné beaucoup de peine en son temps pour nous accompagner avec son mari, mon papa. Donc, j'ai pensé à avoir un clin d'œil envers ces femmes qui, sous le soleil, sous la pluie, endurent des moments assez difficiles. Non pas pour aller s'acheter des bijoux, non pas pour aller acheter des vêtements trop chers, mais très souvent pour que leurs enfants aillent à l'école. Tout à fait. Très souvent pour soigner leurs enfants. Et c'est en cela que j'ai pensé apporter ma modeste contribution à ce que fait déjà le gouvernement pour accompagner et soutenir ces femmes. À l'occasion, je me suis rapproché de certaines sociétés qui ont effectivement cru à ce projet et m'ont accompagné. Sans publicité, des sociétés comme Nestlé m'ont accompagné. Et je leur dis encore une fois merci. Des sociétés comme OK Food, comme UFresh m'ont accompagné. Et je pense que ces femmes ont été contentes. L'opération a consisté déjà pour des femmes qui ont choisi cela comme métier, non pas pour des occasionnels, à les accompagner au paiement des droits de place qu'elles font déjà tout le temps. Nous en avons payé. À combien? Est-ce qu'on pourrait avoir... à plus de 600 femmes sur le marché. Oui. Je ne voudrais pas donner le nom, le chiffre, mais j'ai payé le droit de place au niveau de la mairie via les régisseurs. D'accord. Pour tout le mois de novembre, j'ai payé. Oui. Je crois qu'elles ont été très, très contentes. Et les sociétés également m'ont accompagné à les équiper, à leur donner un peu plus d'aisance dans leur travail. Et je crois que c'était des moments assez importants qui m'ont d'ailleurs fait couler des larmes d'émotion. Parce que je suis arrivé sur un marché, je me voyais déjà dans une église à l'occasion, n'est-ce pas, de la fête de récolte. Figurez-vous que sur un certain marché, toutes les femmes, une par une, m'ont donné ce qu'elles vendaient. Tiges de persil, tiges de cuir, peut-être 3 tomates, 2 persils. Je recevais comme le prêtre ou le pasteur reçoit à l'occasion. Vous comprenez que vraiment, j'ai trop d'émotions. On reste dans l'action sociale avec vous, honorable Gabriel Fondia. Une action, celle qui a été la plus importante parce qu'on parle de la crise sanitaire, qui est restée une des crises qui a frappé cette année 2020. Les actions que vous avez menées, je vous laisse le soin vous-même de nous citer toutes ces différentes actions. Elles sont nombreuses et elles ont suffisamment impacté votre circonscription. Si je oui, mais disons que le député que je suis s'est inscrit dans la mouvance de l'action implémentée par ou alors décidée par le gouvernement. Avec cette pandémie, le chef de l'État a décidé, n'est-ce pas, de certaines mesures, dites mesures barrières, n'est-ce pas, que le Premier ministre s'est donné l'obligation de faire respecter sur le territoire. Donc, le député que je suis, je me suis arrimé
à ces mesures pour apporter un peu de soutien, n'est-ce pas, afin que ces mesures barrières soient véritablement implémentées. Parce que si la population n'est pas en santé, avec qui le député va travailler? Ou alors pour qui le député va travailler? Donc, j'ai apporté tout mon soutien en donnant, par exemple, l'équipe de l'enquête, en donnant des masques, en donnant du savon, n'est-ce pas, à la population, sans tenir compte du sexe, sans tenir compte de la couleur politique. Il fallait intervenir. Mais aussi, après tout, comme dirait quelqu'un, je suis militant d'un parti. Après tout cela, je me suis également occupé spécifiquement de mon parti, en faisant le tour de mes 31 sous-sections, en leur offrant, n'est-ce pas, les mêmes kits de lave-mains, en leur offrant du savon, en offrant des masques, parce que j'aimerais bien voir tous les militants de mon parti en santé pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, à soutenir notre président national, son président Paul Biya, par exemple, à l'occasion des jours électoraux, comme ce qu'on vient de vivre. On reste sur ce sujet qui est relatif à la gestion de la crise sanitaire, celle du coronavirus, et on parle un peu de politique cette fois-ci avec cette crise. À votre avis, honorable, pensez-vous que le gouvernement camerounais a bien géré cette crise de Covid-19? Je ne sais pas si je dois penser, je dois dire oui. Sur le plan international, il a été reconnu par des hommes les plus compétents de l'Organisation mondiale de la santé que le Cameroun est le deuxième pays au monde, en Afrique, pour avoir bien géré, n'est-ce pas, cette crise. Et cette reconnaissance, je ne peux que m'inscrire là-dedans et me réjouir, parce que ça ne vient pas de moi. Vous savez, ça venait encore de notre gouvernement, on dirait oui, oui, mais ça vient d'ailleurs. Et de l'Organisation mondiale de la santé, qui reconnaît les performances, n'est-ce pas, du Cameroun par son chef, le président Paul Biya, n'est-ce pas, et son gouvernement, conduit de main de maître par le chef, le premier ministre, chef du gouvernement, John Gouté. Donc, j'ai dit oui, nous avons su, on continue d'ailleurs. Et ces mesures continuent, n'est-ce pas, à être rappelées à la population par le premier ministre, chef du gouvernement, qu'il faut continuer à les respecter. Et son ministre en charge de la santé ne loupe aucune occasion pour le rappeler. Donc, nous avons très bien et on continue à bien gérer la crise sanitaire. On y est encore un tout petit peu, on n'est pas véritablement sorti de la crise du corona. Pas du tout. Virus. Les leçons qu'on pourrait tirer aujourd'hui de cette crise seraient lesquelles? Parce que c'est une crise qui a impacté énormément pratiquement tous les domaines de la vie et de la société, que ce soit le domaine économique qui a été impacté. On vit aujourd'hui une crise économique due à la pandémie du coronavirus. Mais donc, les politiques ont été revues aujourd'hui. Quelle est la vôtre? Mais je n'ai pas la mienne. La politique, c'est celle du gouvernement. Et quelle est la politique? Et qui était le soutien, n'est-ce pas, au monde économique, aux opérateurs économiques, par des mesures fiscalo-douanières, n'est-ce pas, qui ont été prises pour leur alléger, par des concours apportés. Nous avons suivi le déblocage, n'est-ce pas, ou la mise à disposition par des autorités compétentes d'une enveloppe budgétaire d'environ 50 milliards pour venir en appui aux PME, pour qu'elles continuent, n'est-ce pas, à travailler. Donc, et les opérations sont en cours sur le terrain. Donc, le gouvernement en est conscient des rafles causées par cette crise, qui aujourd'hui, non seulement est sanitaire, mais elle est aussi économique. Elle est même éducative sur tous les plans, professionnels, partout. Donc, le gouvernement s'emploie à juguler les effets, n'est-ce pas, de cette pandémie, qui n'est pas encore partie. Mais on essaie d'amortir les chocs. Donc, député de mon État, j'essaie tout simplement, en tant, chaque fois l'occasion m'est donnée, de rappeler ces mesures que j'ai ici, n'est-ce pas, à ceux qui souhaiteraient le savoir, surtout à la jeunesse, n'est-ce pas,
en amont, et d'apporter également mon soutien parce que aux populations vulnérables. Récemment, j'étais dans une école de formation des sourds-muets pour leur apporter mon concours, pour la formation en informatique, pour la lutte contre ce Covid avec le nécessaire pour se laver les mains, à manger également, je leur ai apporté. Donc, nous essayons, n'est-ce pas, d'être aux côtés de tout le monde, dans les limites de nos possibilités. On va sortir de cet entretien honorable avec un mot à l'endroit de la jeunesse, fer de lance de la nation. Mais avant de s'adresser à cette jeunesse de votre circonscription et peut-être à la jeunesse camerounaise en général, on va parler de vous, de votre jeunesse. Quel type de jeune était Fandia Gabriel? Ben, Fandia Gabriel était un jeune assez soumis, un jeune respectueux, n'est-ce pas, de l'éducation ou de la morale, bénéficiant, n'est-ce pas, soit de l'école, soit des parents. Et je crois que c'est ce que je m'évertue à transmettre également à mes enfants, à mes petits-enfants, à la jeunesse en général. Bref, également un jeune endurant. Et j'aime souvent le dire, et ça, je l'ai beaucoup hérité de l'école parce que nous avons eu des maîtres, des instituteurs assez exigeants qui ne ménageaient aucun élève, j'allais dire têtu, ou alors non respectueux, n'est-ce pas, du règlement intérieur de l'école. Une fois de plus, au lieu que cette jeunesse s'intéresse beaucoup plus à ceux qui leur donnent du poisson tous les jours, qui s'intéressent à ceux qui leur apprennent à pêcher. Il faut vous battre. Et je crois également, quelqu'un l'a dit, c'est pas de moi, votre force se mesure en votre capacité de vous relever quand vous tombez. Et ce n'est pas en pleurnichant que vous trouvez des solutions, mais c'est en travaillant que vous trouverez des solutions. Et que ce soit à l'école, ou que ce soit dans le monde professionnel, partout, c'est quand on se donne des efforts qu'on réussit. Et quand on a réussi, on oublie même facilement toute la peine qu'on s'est donnée. Que ce soit à l'école, vous ne voulez pas passer des nuits blanches ou bien vous ne voulez pas passer des nuits fermées dans votre chambre à étudier, vous ne réussirez pas. La problématique de l'éveil des enfants me tient beaucoup et à cœur parce que cette intelligence se développe en fonction de l'éveil qui a été donné, n'est-ce pas, à vous-même. Donc, personnellement, en cette jeunesse, il faut que cette jeunesse croie en elle-même. Que cette jeunesse ne soit pas défaitiste. Que cette jeunesse ne pense pas que l'un est fait pour réussir et l'autre pour échouer. Tout le monde est fait pour réussir. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens. Si vous êtes photographe, faites-le bien. Si vous êtes journaliste, faites-le bien. Et vous serez cherché par quelqu'un qui aura certainement besoin de vous. Ne croyez pas que c'est le métier du photographe qui est mieux que celui du jardinier. Si vous êtes jardinier, faites-le bien. Donc, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sautes gens. Je vais me répéter volontiers. Et c'est là ce que moi, je pourrais demander à cette jeunesse. La jeunesse camerounaise est une jeunesse très intelligente. La jeunesse camerounaise est une jeunesse assez pétrie de possibilités. Mais il faut que cette jeunesse l'exploite. Mais cette jeunesse, parfois, préfère mettre leurs compétences sous table et aller chercher la facilité. Et cette facilité, aujourd'hui, elle est là. C'est les motos. C'est les motos. Le Cameroun est un pays essentiellement agricole.
La jeunesse ne veut plus. Devrait-on un peu plus investir dans l'agriculture pour permettre aux jeunes de s'y intéresser? Mais il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets. Je veux vous dire que aujourd'hui, les bassins agricoles, c'est pas en ville. C'est dans nos villages. Exact. Mais les jeunes ne veulent plus être dans les villages. Et ceux qui sont dans les villages, quand bien même ils se lanceraient dans l'agriculture, une fois qu'il a réussi à avoir un capital de 400 000, comme on dit, il va acheter une moto. Il a laissé l'agriculture. Mais c'est pour combien de temps? Il y met sa santé, ce qu'il ne sait pas. Il compromet sa santé, plus qu'il n'en l'entretient avec ses motos. Mais le capitalisme ne vous le dira jamais. Mais en réalité, c'est beaucoup plus de problèmes de santé que cette jeunesse cherche. Tout ça parce qu'elle veut s'inscrire sur le chemin de la facilité. Dans une ville comme Douala, où on trouve beaucoup de jeunes qui font de la moto aujourd'hui et en ont fait un métier au quotidien, qui gagnent leur pain à travers justement cette activité, que devrait-on faire peut-être pour aujourd'hui limiter le phénomène? Limiter, même dans ce métier, c'est tout simplement déplorant. Combien de jeunes qui font la moto ont de permis? Imaginez-vous le nombre d'accidents qu'on enregistre par jour. Ils refusent même d'avoir un permis. Donc ils sont sur l'essentiel, c'est que donner une moto, ils montent, prennent, il est parti. Le code de la route, il ne veut pas le savoir. Il va aller n'importe comment jusqu'au jour où, allez, il va se faire écraser. Voilà. Ce qu'on ne souhaitait pas, mais voilà. Donc, je dis qu'ils aiment tellement la facilité que même pour ces motos-là, ils ne veulent pas se donner le moyen de le faire bien, de se protéger, de commencer par avoir un permis de conduire, de connaître le code de la route. Il y a un phénomène de renouvellement que nous ne percevons pas toujours, n'est-ce pas? Parce que ces enfants qui font la moto, 2 mois après, il est peut-être accidenté, parce que très souvent c'est eux-mêmes. Donc, moi je dis, même s'ils veulent faire la moto, qu'ils aillent prendre un permis de conduire et qu'ils le fassent correctement. Moi-même, quand j'étais maire, de moi-même, j'ai acheté 2 motos que j'ai données à une auto-école pour encourager les gens à aller apprendre à conduire. C'était pour limiter les frais d'apprentissage. De moi-même, j'ai offert 2 motos à une auto-école de la place. En leur disant, bon, invitez maintenant les enfants à venir apprendre à conduire pour avoir leur permis. Voilà, le permis. Ils ne viennent pas. Ils ne sont pas partis. Bon, peut-être des sensibilisations. Ben non, ils sont toujours sensibilisés. On essaie de les sensibiliser. Mais combien veulent même? Ils ne veulent pas. Ils veulent la facilité. Donnez-leur la moto, c'est terminé. Merci, honorable. Donc, oui. Voilà ce que je voulais dire. Nous avons justement parcouru tous les sujets importants de cet entretien. Honorable, au travers de moi, toute l'équipe d'Africamo vous remercie de nous accueillir dans votre espace. C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste. Je vous remercie pour cet entretien qui, à mon sens, me donne l'occasion d'apporter ma modeste contribution à l'édification de notre jeunesse. Je voudrais, au moment où on va sortir de cette émission, une fois de plus, interpeller notre jeunesse à tourner le dos aux facilités, mais à s'inscrire sur le chemin de l'endurance. Parce qu'au bout de l'endurance, il y aura la victoire. Au bout de l'effort, il y a le succès. La facilité est quelque chose de conjoncturel. Et cette facilité choisie par notre jeunesse, eux-mêmes, ils s'inscrivent sur le chemin de la dépendance permanente. Ils ne veulent pas s'autonomiser. Ils ne veulent pas prendre leur indépendance en se donnant un peu d'effort. Et cela, je leur dis non. Je les prie même de tourner le dos à cette facilité. Parce que c'est dans l'endurance que l'on retrouve son autonomie, sa personnalité, que l'on gagne. On est fier de soi-même d'avoir
de se donner la peine pour être ce que l'on est. Exact. Et une fois de plus, je crois que les Chinois nous ont toujours dit qu'au lieu de donner du poisson à quelqu'un tous les jours, il vaut mieux apprendre à celui-là à pêcher. Et je crois qu'ils ont raison, qu'ils apprennent à pêcher. Et ensemble, on va se battre pour leur donner les moyens d'aller pêcher et être autonome. Voilà ce que je pourrais dire à cette jeunesse. Honorable, un mot pour cette jeune web télévision Africa Move. Vous êtes notre tout premier invité de cette toute nouvelle émission exclusive qui fait la part belle aux personnalités comme vous dans un entretien. Eh bien, je voudrais saisir cette occasion une fois de plus aussi pour vous dire merci parce que, comme on dit en politique, c'est bien de faire, mais c'est encore mieux de faire savoir ce que l'on fait. Je voudrais donc vous encourager parce que vous avez des opportunités. Il y a tout un ministère mis en place dans la structuration gouvernementale par le chef de l'État qui s'occupe des problématiques de la jeunesse, sur tous les plans, sur le plan médiatique même, qui va vous accompagner. Et je crois qu'en le faisant bien, vous allez vivre de votre métier et vous vivrez bien de votre métier. Je ne peux que vous encourager, n'est-ce pas, à vous perfectionner davantage, à vous former pour mieux informer le peuple camerounais. Parce que mieux le peuple est informé, mieux il s'assume de façon responsable. Je voudrais donc vous remercier et vous encourager à continuer sur cette lancée. Je vous remercie, honorable. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette première livraison de votre émission exclusive. Le rendez-vous est donc pris sur cette plateforme. À très vite.